Anne-Charlotte Fredonucci, bonjour. Bonjour Patrice. Une femme dans l'industrie, c'est unique. Il y en a peu, hein? Alors c'est unique, non, mais c'est vrai que nous sommes peu nombreuses, malheureusement. Et pourtant, franchement, dans l'industrie, pour une femme qui fait ses preuves, l'autoroute s'ouvre. Donc, jeunes femmes ou femmes expérimentées, venez nous rejoindre dans l'industrie. Allez-y. Ametra Group, en 2 mots. Ametra Group, en 2 mots, nous sommes un ingénieriste intégrateur. C'est-à-dire que nous concevons puis nous assemblons des équipements, des sous-systèmes pour l'aéronautique, la défense, le nucléaire, le médical, le ferroviaire. Typiquement des harnais pour le lanceur Ariane, l'îlot des commandes de vol pour le Rafale de Dassault Aviation, un banc de test de missiles. Voilà, ce type d'équipement est conçu dans nos bureaux d'études par nos ingénieurs mécaniques, électriques, électroniques, nos concepteurs de soft. Et ensuite, ces équipements sont fabriqués dans nos usines. Nos bureaux d'études sont en France. Nos usines sont à la fois en France, en Tunisie et en Inde. Et au total, c'est 750 collaborateurs. Alors justement, la diversité chez Ametra, c'est important. Évidemment que c'est important. Quand j'ai repris l'entreprise familiale que mon père avait créée en 2009, mon souhait était de m'entourer d'une équipe de managers qui soit à la fois passionnés, compétents et qui soient différents de moi. En tant que femme non ingénieure, m'entourer d'hommes ingénieurs dans l'industrie, c'était évidemment plus facile à aller chercher. Mais je suis convaincue que c'est par cette diversité que nous avons réussi, puisque nous étions 300 personnes à l'époque en 2009, nous sommes aujourd'hui 750, nous avons ouvert de nombreuses agences, nous avons renforcé notre présence tunisienne, nous avons ouvert en Inde. Donc toute cette croissance, je suis absolument convaincue qu'on la doit à la diversité des talents qui se trouvent chez nous. Et au-delà de ça, j'ajouterais qu'en plus de la diversité, nous avons une vraie politique ESG, comme beaucoup d'entreprises familiales, et nous sommes fiers d'avoir obtenu en 2022 le label EcoVadis Silver, qui démontre la qualité de notre politique ESG. Ça, c'est génial et c'est concret. Alors, en 2009, si je ne me trompe pas, tu as repris l'entreprise. Et ce qui a été un crève-cœur pour toi, c'est les 30 licenciements. Tu parles même d'un échec. Oui, c'est l'échec le plus violent de ma carrière. Je ne sais pas s'il m'est complètement imputable puisque c'est le moment où j'ai repris l'entreprise. Mais évidemment, on se refait l'histoire. On se dit si j'avais convaincu mon père de reprendre plus tôt, voilà. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que de cet échec, de cette douleur, d'être passé par un plan social, par une procédure de sauvegarde en 2009, on en a traduit avec toute l'équipe de direction, avec l'ensemble des collaborateurs d'Ametra, une stratégie qui s'exprime en un mot, la robustesse. Qu'est-ce que ça veut dire la robustesse? Ça veut dire être diversifié et ça veut dire avoir remonté dans la chaîne de valeur. Diversifié, aujourd'hui, je te citais nos industries, aéronautique, défense, nucléaire, navale, ferroviaire. Aucune industrie ne représente plus de 35% de notre chiffre d'affaires, aucun client ne représente plus de 15% de notre chiffre d'affaires. Nous ne dépendons donc d'aucun pan d'activité qui pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Et la remontée dans la chaîne de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, nous avions des ingénieurs mécaniciens dans un bureau d'études qui faisaient de la conception de détail. On nous donnait des plans et puis on les traduisait de manière plus détaillée. Et nous avions un atelier de sous-traitance électronique où nous recevions la matière et nous nous assemblions sur la base des plans des clients. Aujourd'hui, on part de l'expression de besoin, on fait la conception, on fait le soft, on va jusqu'à la livraison du produit final en ayant une implantation géographique industrielle en France, en Tunisie et en Inde qui correspond vraiment aux attentes de nos clients. Donc une vraie remontée dans la chaîne de valeur. Et ça s'est traduit concrètement en 2022, depuis le début de cette pandémie, 2020, 2021, 2022. Aucun licenciement. On a continué à gagner de l'argent pour pouvoir investir pour demain dans l'industrie 4.0, dans la cybersécurité, dans tous les challenges de demain. Donc ça, c'est la démonstration de cette robustesse. Donc une vraie transformation également d'entreprise. Absolument, une vraie transformation, puisque au-delà de cette stratégie de robustesse que j'évoquais, l'industrie aujourd'hui, ça n'est plus ce qu'on pouvait imaginer au 19e siècle. On n'est plus du tout dans l'univers de Zola. On est dans l'univers des impressions 3D qui sont au milieu de l'atelier pour préparer les prototypes que le matin on a imaginés et qui l'après-midi se retrouvent dans l'usine. On est dans la cybersécurité avec des modèles de protection de nos systèmes d'information et de nos équipements qui sont hyper performants. Tu accompagnes beaucoup de collaboratrices, collaborateurs, des talents de chez toi, pour toi, face à la caméra. Un talent, c'est quoi? Un talent, c'est avant tout quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui vient le matin en se disant « je suis fier de ce que je fais et j'ai envie de continuer à le faire et demain, je sais que je le ferai encore mieux qu'aujourd'hui ». Anne-Charlotte, tu mets une pêche d'enfer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Patrice. Arnaud Briand, CEO de Finsbury, bonjour. Bonjour Patrice. J'espère que tu vas bien. Très bien. Alors Finsbury, c'est quoi? Finsbury, c'est une belle entreprise, c'est une belle marque de souliers de luxe accessible pour hommes, qui est très présente en France, avec plus de 67 magasins, et présente dans 9 pays en dehors de la France. Et puis des ouvertures bientôt, là. Pas mal d'ouvertures, en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, en Algérie bientôt, et en Suisse, à Genève. T'es un développeur, t'es un entrepreneur, et puis l'innovation digitale, ça te connaît, non? Oui. L'innovation, oui, dans le retail, on est
On a évolué, le métier a changé et la digitalisation, notamment des points de vente, la multicanalité, nous oblige à innover en permanence en matière de digital, effectivement. Grande présence française, prochain magasin, ça va être où? Prochain magasin, c'est Abidjan au mois de mai. Ensuite, on aura en juillet donc Genève et nous aurons aussi l'Algérie en septembre. Voilà, un beau planning. Alors, leader sur la chaussure homme, une marque premium, mais premium accessible quand même. Hein. Oui, premium accessible, c'est dans l'ADN de la marque. Notre métier, notre raison d'être, c'est de créer des belles collections de souliers, de fabriquer des chaussures avec un savoir-faire spécifique autour du cousu goudieur et du cousu blé, qui est un savoir-faire ancestral, très particulier, très artisanal. Et donc, on dit premium accessible puisque on aime à dire qu'on ne vend pas du rêve, mais des chaussures de haute qualité à des prix accessibles. On parle de diversification également dans le groupe? Oui, l'innovation, elle a plusieurs formes, effectivement. Mais on va lancer notre premier magasin Finsbury Femmes, donc un tout nouveau concept qui va se développer en parallèle des Finsbury Hommes, dans un lieu dédié à la femme, à partir du 1er juillet prochain à Paris, rive gauche. Quand on t'entend, on n'a pas l'impression que dans le retail, il y a des faillites, il y a des fermetures de magasins. C'est dû à quoi chez toi? Alors, en tout cas, chez nous, tout va bien. Voilà, je touche du bois, mais c'est vrai que l'innovation, c'est important. Le métier du retail a beaucoup évolué ces dernières années. On a dû se transformer d'un point de vue digital. On a dû se transformer aussi d'un point de vue sociétal. Aujourd'hui, une marque, un dirigeant responsable se rend compte qu'il ne suffit plus de créer et fabriquer un produit et de le vendre à ses clients pour exister. Il y a aussi un engagement sociétal. Il y a un certain nombre de critères qui sont à prendre en compte et qui conduisent une marque au succès. Alors, je pense que ton secteur a été impacté par l'inflation. Comment tu as géré tout ça? Alors, ça, c'est un vrai problème du moment qui n'a d'ailleurs pas encore atteint son pic maximum, contrairement à ce que je pensais encore il y a quelques semaines. Nous, on a des problématiques, je pense, comme toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Mais effectivement, nous, les matériaux qui composent la fabrication d'une paire de chaussures chez Finsbury ont augmenté de 40%, 40% en 18 mois. Nos prix ont augmenté, eux, que de 10%. Notre facture énergétique, par exemple, pour un groupe comme le nôtre, est susceptible d'être multipliée par 4 en 2023. Donc pour un groupe comme le nôtre, si on avait une facture énergétique, par exemple, chez nous, qui est de l'ordre de 450 000 € par an, elle est susceptible de quadrupler en 2023. Donc c'est un vrai problème. Donc ça nous oblige à mettre en place justement une charte d'économie responsable dans l'entreprise, où jusqu'au dernier des collaborateurs est concerné sur l'économie d'énergie. Et puis on essaye d'être le plus créatif possible pour résister à tout ça. Tu parles de collaborateurs toi-même. Tu as été vendeur dans un magasin Finsbury et aujourd'hui, tu es à la tête de ce groupe. Oui. Comment on peut faire? Moi, j'ai envie de dire que tout est possible. Tu m'as déjà entendu le dire et le répéter. Effectivement, moi, je suis parti de rien. Je suis rentré comme stagiaire dans l'entreprise et j'en suis jamais ressorti. Et après un parcours de salarié modèle, je suis devenu le premier franchisé de la marque. Et après avoir développé quelques franchises à mon actif, j'ai racheté mon franchiseur. Donc, depuis maintenant 2011, le destin de la marque était entre mes mains et on a fait vraiment un beau développement avec un beau projet d'entreprise. En fait, tu as un vrai talent, Arnaud. Alors, la définition pour toi d'un talent, c'est quoi? Alors, un talent pour moi, c'est quelqu'un qui détient une compétence, c'est quelqu'un de brillant et qui est capable d'apporter, de faire progresser et performer une organisation. Donc, une entreprise, elle doit être composée d'un certain nombre de talents. Et j'ai appris moi-même dans mon parcours entrepreneurial, dès que j'en ai eu les moyens, recruter des gens encore plus talentueux que moi à mes côtés pour m'accompagner dans mon projet de croissance. Arnaud Brouillon, un sacré talent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'émission. Merci à toi, Patrice. Je suis ravi d'avoir comme invité un Bordelais, Jean-Pierre Galera, qui est directeur général adjoint du groupe Indexia. Ravi de t'avoir à nos côtés. Le groupe Indexia est basé où d'ailleurs ? Le siège est ici à Paris, avenue Kléber, et le siège historique est à Romans-sur-Isère, à côté de Valence. Mais c'est là où on faisait de la chaussure avant. C'est absolument là où il y avait effectivement toute l'industrie de la chaussure. Et donc c'est l'industrie de la tech maintenant avec toi ? C'est l'industrie de la tech, effectivement, et nous sommes le premier employeur, effectivement, du département de Drôme et Ardèche. Combien de salariés dans le groupe ? 3000.
Incroyable. Alors, où puiser en fait cette inspiration et les idées pour faire évoluer, pour innover et créer de la valeur dans ta boîte? Mais écoute, tu sais, que ce soit dans la mienne ou dans toutes les boîtes que j'ai faites, les meilleures idées, elles sont venues de l'histoire de l'entreprise. En réalité, c'est dans l'histoire de l'entreprise qu'on puise les meilleures idées et qu'on crée les meilleures barrières finalement à l'entrée. Parce que c'est une histoire, elle est unique. Et dans cette histoire unique, il y a des événements uniques qui se sont passés, des apprentissages uniques qui se sont passés. Et ces apprentissages et ces événements créent effectivement à la fois la valeur, créent la différenciation et créent surtout les meilleures idées. Alors, on parle souvent des managers. Tu en as plein dans tes équipes. D'ailleurs, tu as eu un patron, un ami, Patrick Drahi. C'était comment d'ailleurs avec lui? Ah, c'était fabuleux. On vieillit vite, on travaille vite. Mais c'est hyper enrichissant, ça fait partie des personnes que tu as la chance de rencontrer. Ouais, ces leaders inspirants. De ces leaders inspirants. Voilà. Et alors, je pense que ça a dû t'aider à un moment de ta vie entre ce qu'est un manager et ce qui est un leader inspirant. La différence, tu l'as fait comment? Absolument. C'est tout à fait vrai, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris. J'espère que j'en ai gardé beaucoup, mais en tout cas, ça m'a beaucoup servi. La différence, elle est à deux niveaux. La première, c'est que ce qui m'a appris beaucoup, c'est que la réalité, elle était sur le terrain. Elle n'était pas ailleurs. Et que lui, son plus grand bonheur, ce qu'il aimait le plus faire, c'est de partir avec moi dans les boutiques. On partait dans toutes les boutiques, y compris les boutiques et les points de vente qu'il y avait, je dirais, plus du côté de Cavaillon que du côté de Paris. Ouais. Et que son plaisir, c'est de discuter avec les vendeurs, parce que c'était le terrain, effectivement, qui donnait véritablement la vraie teneur des choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, un leader inspirant, c'est quelqu'un qui donne du sens. D'abord, c'est quelqu'un qui aime les gens. Qui donne du sens et pour donner envie. Hein. Pour donner envie. Qui donne du sens pour donner envie. Et c'est quelqu'un qui aime les gens. Et Patrick Drahi, que l'on décrit comme quelqu'un d'un peu dur, je l'ai entendu plusieurs fois dire, effectivement, devant tout le monde, je vous aime. Et c'était pas fin, c'était vraiment, ça venait du cœur, parce qu'il faut aimer les gens. Être un leader inspirant, c'est d'abord et avant tout aimer les gens, les respecter. C'est le cas de ton président aujourd'hui, d'ailleurs. C'est absolument le cas de mon président aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint, d'ailleurs. Il y a énormément de points communs entre ces deux personnes. Ils ont un parcours totalement différent, mais il y a énormément de points communs. Et le point commun le plus fort, c'est que ce sont des gens qui sont des vrais entrepreneurs. Oui, ce sont des gens qui créent, ce sont des gens qui à la fois mesurent le risque, mais ne mesurent pas tous les risques, parce que sinon on ne fait jamais. Alors les rencontres, elles font basculer la vie, non? Totalement. Moi j'ai eu effectivement, alors la chance, j'y crois pas tellement. La malchance, ça existe. La chance, j'y crois pas tellement. Mais j'ai eu des opportunités dans ma vie et je me suis jeté dessus. Et j'ai rencontré des gens qui ont été des gens fabuleux. J'ai commencé ma carrière avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Souviron, qui est de notre région, ouais, Laurent Sainte-Marie. Ouais. Ce monsieur a inventé le Minitel. C'est quand même quelque chose. Et travailler à ses côtés, c'était quelque chose de fabuleux. J'ai ensuite travaillé avec un monsieur qui s'appelle Pierre Prieux, qui est le plus jeune polytechnicien de France, fils spirituel du baron Bic, que j'ai accompagné pendant quelques années. Et puis ensuite, il y a eu Jacques Verrat, quand même, là aussi, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'incroyablement intelligent. Et puis ensuite Patrick Drahi. Donc effectivement, c'est des belles rencontres. En fait, il faut choisir son patron, non? Alors évidemment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais je crois que ce qu'il faut regarder surtout, avant tout, c'est l'humain dans tout ça. Ouais, exactement. Et on sait quelque chose, puisqu'il y a quelque temps, tu as fait un choix, et je crois que l'humain a été évidemment quelque chose de très important pour toi. C'est ça. Alors, on parle de la success story Jean-Pierre Galera. Beaucoup de gens le disent. Les facteurs du succès, c'est quoi? Les facteurs du succès, c'est avant tout et surtout de ne pas vivre avec des certitudes. Ça, c'est la première chose. Tu peux pas vivre avec le doute, mais si tu vis avec des certitudes, à un moment donné, tu es mort. Donc, c'est de la remise en question. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est effectivement, pour résumer, et d'ailleurs, peut-être tout ce que les personnes que j'ai citées m'ont dit, c'est que si tu veux savoir si tu as une bonne idée, regarde comment tes concurrents réagissent à ton idée. S'ils ne réagissent pas, cherche-en une autre. Si par contre ils sont super véhéments, super méchants avec toi, alors vas-y, continue et fonce. Je pense que ça, c'est aussi un facteur de succès. Jean-Pierre, en un mot, comment tu définirais le mot talent? D'abord, le talent, je crois que ça ne se définit pas. Le talent, ça ne s'apprend pas. Le talent, c'est intrinsèque. Par contre, le talent, ça se détecte. Tu sais que j'ai commencé ma carrière en jouant au football.
dans un club que tu connais bien. Et donc il y a de ça aussi. Un talent, ça se détecte. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent détecter les talents, notamment dans ce sport et dans d'autres. Et puis ceux qui ont plus de mal à détecter les talents, effectivement, réussissent moins. Donc d'abord, un talent, ça se détecte. Et après on travaille, on accompagne ce talent. Ce que j'ai remarqué souvent, y compris dans les grands groupes dans lesquels je suis passé, c'est que quand tu es un manager et que tu as la chance d'être à la tête d'une organisation, beaucoup de gens ont tendance à prendre à côté d'eux des gens qui leur sont inférieurs. Moi, j'ai toujours voulu prendre à côté de moi des gens qui m'étaient supérieurs, parce que ceux-là m'ont poussé, m'ont boosté, et forcément, j'avais plus de chances de réussir avec des talents comme ça à côté de moi qu'avec des gens qui étaient peut-être moins dangereux pour moi, mais certainement moins productifs aussi. On a dit un mot, c'est des phrases, des belles phrases. Merci beaucoup, Jean-Pierre Galera. Merci à toi.